Métro, Labo, Dodo, le podcast spécialiste du sommeil. Bonjour à tous. Pour cet épisode consacré au traitement de l'apnée du sommeil, je reçois Arnaud Pluys, qui est responsable opérationnel et commercial chez le prestataire de santé Elivie en Savoie et Haute-Savoie. Arnaud gère, entre autres, la mise en place au domicile des patients de machines appelées la plupart du temps PPC, qui est l'acronyme pour pression positive continue, et qui sont aujourd'hui le traitement principal pour les apnées du sommeil. Nous allons donc discuter de l'importance de ce traitement pour ce trouble du sommeil, de son fonctionnement et de ses avantages et inconvénients. Je remercie chaleureusement Arnaud d'avoir répondu à mes questions avec son expertise sur le sujet. Bonne écoute! Bonjour Arnaud et bienvenue sur le podcast Métro, Labo, Dodo. Bonjour Margot. Pour commencer cet épisode, qui sera sur le traitement de l'apnée du sommeil, je vais te demander de te présenter et également de nous dire quel est ton rapport au sommeil. Ok. Alors moi je suis Arnaud Pluys, je représente la société Elivie sur la région des Savoies. J'ai la responsabilité opérationnelle et la responsabilité développement, donc commercial, sur ce secteur. Mon job en gros il est de coordonner l'activité de la prestation de santé à domicile et notamment pour ma partie sur la partie respiratoire et là aujourd'hui pour le sujet pour lequel on va aborder pour l'apnée du sommeil. Et pour la question à quel est mon rapport au sommeil aujourd'hui, je dirais plus que c'est pour moi plus un besoin physiologique. Je suis pas forcément de nature un gros dormeur et plutôt couche tard lève tôt, donc et pas un gros besoin. C'est pas un énorme besoin en tout cas pour moi au quotidien. Et donc tu dis que tu travailles chez Elivie. C'est quoi Elivie? C'est quelle entreprise? Alors Elivie c'est un prestataire de santé. On est, en tout cas la société Elivie est sur le national. On a une 50aine d'agences en France. Donc nous pour notre équipe, on est une équipe d'une vingtaine de collaborateurs à gérer au quotidien toute la partie prise en charge d'un patient qui aujourd'hui nécessite du coup une prise en charge pour l'apnée du sommeil. Notre société fonctionne sur prescription médicale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va partir sur un médecin qui a besoin d'appareiller un patient pour l'apnée du sommeil. Il a besoin d'une machine, un traitement particulier. Je pense qu'on abordera plus loin. Et donc nous, on travaille sur prescription médicale. On intervient au domicile. Notre rôle est d'éduquer le patient, les aidants si nécessaire, et d'apporter une solution pour faire en sorte que le patient puisse être autonome à son utilisation et le faire en sorte que le traitement soit le plus efficace possible. Pour améliorer cette problématique. Et quand tu parles de traitement pour l'apnée du sommeil, je voudrais que tu m'en dises un petit peu plus sur quel est ce traitement. Est-ce que c'est un médicament? Est-ce que c'est une machine? Nous, aujourd'hui, on utilise des machines, donc c'est des petites machines compactes qui fonctionnent avec une turbine, en gros, qui pressurise de l'air et qui permet finalement pour simplifier, c'est une attelle pneumatique. C'est une machine qui envoie de l'air par le biais d'un tuyau et d'un masque. Un masque qu'on positionne sur le visage avec un harnais qui permet de le maintenir et d'avoir une étanchéité optimale. Et cette machine va permettre d'éviter de faire des apnées du sommeil sur toute la nuit de sommeil ou en tout cas tout le temps où le patient aura la machine en utilisation. Donc, si je comprends bien, la machine envoie un flux d'air au niveau de la bouche ou du nez pour diminuer les apnées du sommeil. C'est ça. Ok. Je suppose que tu as plusieurs machines possibles dans le traitement. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre? Est-ce que les patients en préfèrent une? Non, je pense qu'aujourd'hui, il existe plusieurs fabricants. C'est un peu comme partout, dans l'automobile, dans le sport ou ce genre de choses. Je pense qu'il n'y a pas de marque avec une grande prédilection. C'est surtout, je pense aujourd'hui, toutes les machines ont leur spécificité, praticité, une notion également d'algorithme, donc c'est-à-dire de logiciel qui permet de pouvoir traiter une particularité d'apnée
plus qu'une autre, ou en tout cas autrement, et puis surtout des fois il y a des patients qui ont un attrait pour le design d'une machine, d'autres plus pour le confort. Donc aujourd'hui, on va dire que l'ensemble des machines nous le permet aujourd'hui. D'accord, donc est-ce que c'est plutôt toi qui choisis le type de machine que tu vas mettre, ou est-ce que le patient doit t'indiquer le type de machine qu'il souhaite? Alors aujourd'hui, on a plutôt une orientation médicale, c'est-à-dire que le médecin de lui-même va nous prescrire, au-delà d'une machine pour l'apnée du sommeil, il va aussi pouvoir nous prescrire un certain type de machine, en tout cas une certaine marque. La plupart du temps, les médecins nous prescrivent des réglages à paramétrer dans la machine, mais la machine peut en faire partie d'une prescription. Après, sinon, c'est nous, en fonction de notre sensibilité. Ça va être en fonction de l'âge du patient, s'il est plutôt mobile, s'il est plutôt âgé, en fonction de la maniabilité que ça peut avoir. Aussi, en toute honnêteté, en fonction des disponibilités aussi qu'on a sur les étagères, même si on travaille avec la plupart des fabricants, des fois on est soumis à des ruptures de disponibilité, avec voilà, c'est un peu tout ça finalement qui fait. Mais en tout cas aujourd'hui, une machine, c'est pas parce qu'un patient va avoir une machine à l'installation qu'elle va perdurer. On peut être amené à changer de machine parce que justement on se rend compte nous-mêmes ou le médecin que ça ne convient pas, et auquel cas on peut changer. Ok. Et tu parlais de réglage de la machine. Est-ce que tu peux, sans rentrer trop dans les détails techniques, nous expliquer ce que sont les réglages? Ouais. Donc j'expliquais, hein, donc du coup la machine finalement par le biais d'une turbine envoie de l'air. Donc déjà c'est à noter quand même que c'est pas anodin, c'est que de l'air, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à imaginer que le traitement, il y a de l'oxygène dedans, ce genre de choses. Donc là c'est uniquement de l'air qui va être capté dans la pièce, et cet air finalement va être pressurisé. Alors c'est sensiblement des millihectopascales, donc c'est des valeurs qui sont vraiment propres à ça, mais c'est assimilé plus à un filet d'air qui, au moment de la respiration, va permettre de provoquer une certaine pression, en tout cas dans la partie supérieure, dans la partie oropharyngée, et qui permet justement de pouvoir éviter les apnées. D'accord. Et je suppose que quand on se met à la place du patient, ce qui fait le plus peur, ça va être le masque. Est-ce qu'il y a plusieurs types de masques? Alors oui, il existe plusieurs types de masques. Il existe des types de masques. Alors la plupart du temps, en tout cas, ce sont les préconisations qui sont faites aujourd'hui par les grandes institutions, par les expériences aussi de notre quotidien. Mais on part souvent sur un masque nasal, c'est-à-dire un masque qui ne prend aujourd'hui que le nez. Donc l'étanchéité se fait qu'autour du nez. Après, on n'est jamais à l'abri que les patients respirent par la bouche, notamment beaucoup par la bouche, et on n'a pas le choix que de partir sur une interface qui va cette fois-ci couvrir le nez, mais également la bouche. Mais à l'inverse, on peut se retrouver avec des patients qui sont gênés par le masque, l'appui du masque sur le nez, et auquel cas on va avoir des masques qu'on appelle narinaires. Ce sont des masques qui avec des tétines qui épousent la forme des narines et qui vient s'appuyer en dessous du nez. Donc ça, voilà, c'est en gros les trois grandes familles. Il existe après des masques un petit peu hybrides, mais en tout cas voilà, c'est les grandes familles. Et pour répondre à ta question, oui, le masque est toujours fait peur, surtout pour les gens qui font part de leur claustrophobie, ou simplement le fait d'avoir quelque chose sur le visage, les dames coquettes avec le masque qui risquerait de décoiffer. Il y a pas mal de blocages qui peuvent être autour du masque, finalement plus qu'autour de la machine en elle-même. C'est surtout au niveau du masque que ça peut poser problème, mais c'est aussi notre rôle à nous de dédramatiser, d'expliquer les choses, et puis aussi de proposer d'autres alternatives quand le premier masque installé ne convient pas. Et par rapport à ça, est-ce que du coup le patient est obligé de dormir sur le dos? Non, aujourd'hui, alors
Il y a des gens qui aiment dormir sur le dos, mais qui ne peuvent pas dormir sur le dos parce qu'ils savent qu'ils ronflent ou qu'ils font beaucoup plus d'apnée, parce que c'est avéré. Le fait de dormir sur le dos, en tout cas, augmente le phénomène d'apnée. Donc, il y a des gens qui naturellement ont pris une habitude à ne plus dormir sur le dos. Donc, à l'inverse, ces gens qui aimaient dormir sur le dos peuvent de nouveau redormir sur le dos. Sans craindre de faire des apnées du sommeil. Mais non, après, un patient peut dormir sur le côté, même sur le ventre. Personne ne dort sur le ventre, la tête dans l'oreiller, donc ils peuvent forcément tourner la tête et dormir sans problème sur le ventre. Et quand ils ont ce type de traitement, est-ce qu'ils sont obligés de l'utiliser à chaque fois qu'ils dorment, c'est-à-dire la nuit et aussi pendant les siestes? Alors, ce qui est préconisé, c'est une utilisation nocturne, c'est-à-dire que les apnées du sommeil interviennent surtout dans les phases de sommeil plus profonds, c'est-à-dire que les sommeils légers comme la sieste, on ne fait pas ou peu d'apnée du sommeil, donc la notion de nuit est bien plus importante, puisqu'il y a une notion aussi de sommeil réparateur et une qualité de sommeil qui va en découdre. Donc il est nécessaire de dormir la nuit avec sa machine et le plus longtemps possible. Aujourd'hui, la sécurité sociale a mis une base d'utilisation qui est de 4 heures minimum. On est plus là sur une notion de remboursement, sur une notion de facturation. L'intérêt, en tout cas, premier d'une machine pour l'apnée du sommeil, c'est de dormir toute sa nuit de sommeil. Après, pour des raisons inhérentes au quotidien, ça peut être un rhume, ça peut être partir en vacances et oublier sa machine. Dès lors où c'est une journée ou deux, c'est pas dramatique. La qualité de sommeil risque d'être perturbée parce que il y a beau y avoir un effet mémoire du traitement de l'apnée du sommeil, les effets indésirables par contre de l'apnée du sommeil reviennent assez vite et autant des apnées du sommeil s'installent dans le temps, donc finalement on s'adapte tout doucement aux méfaits des apnées du sommeil. Par contre, quand on passe d'un jour à l'autre, d'un jour on a la machine à un jour on la met pas du tout, le matin peut être plus compliqué, ouais. Ok, ouais, donc du coup, quand tu parles d'effets indésirables de l'apnée du sommeil, à contrario, quels sont les effets bénéfiques de porter cette machine? C'est tout ce qui finalement aujourd'hui est provoqué par l'apnée du sommeil. Donc c'est amélioration de la qualité de vie, qualité de sommeil. Donc ça veut dire le matin, on est plus asthénique, on est plus fatigué, on est en forme, on a bien plus de facilité à se concentrer, on ne se lève plus la nuit X fois pour aller uriner. Il y a plein de choses qui aujourd'hui sont facilitants en traitant l'apnée du sommeil. Prenez l'exemple de quelqu'un qui fait la fête 2-3 jours de suite à se coucher à 5 heures du matin et à se lever à 7 heures du matin, d'attaquer sa journée le lendemain. On a beau y arriver à 20-25 ans, on y arrive de moins en moins avec l'âge et ça devient particulièrement compliqué autour de 40-50 ans et plus. Donc finalement, c'est de se dire personne aujourd'hui, en tout cas, moi j'en suis pas capable, de réussir à avoir une qualité de vie sans dormir. Donc, comme je le disais en préambule, ça a beau être qu'un besoin physiologique, j'ai quand même besoin de dormir. Et donc, toute personne aujourd'hui qui ne dorme pas, se réveille le matin fatiguée, mal à la tête, qui a du mal à se concentrer, irascible. Enfin, il y a toutes ces choses qui finalement disparaissent en améliorant la qualité de sommeil. Du coup, tout comme un médicament, on va avoir des effets indésirables. Est-ce qu'avec ce type de traitement, tu as pu voir des effets indésirables chez les patients? Oui, on a toujours des effets malheureusement indésirables ou en tout cas gênants. On va dire plus des effets gênants à cette apnée du sommeil, enfin en tout cas au traitement de l'apnée du sommeil. Déjà de par le masque, donc déjà il y a cette notion d'avoir un masque, donc ça peut être les effets liés au contact du masque. Donc les masques sont faits principalement de silicone, donc il y a pas normalement de notion d'allergie, mais on peut avoir des gens qui sont allergiques finalement plus au frottement, au contact. C'est plus ça qui va provoquer des rougeurs, des grattements. Donc là il y a plutôt une notion d'entretien qui est à privilégier, parce que c'est quand même quelque chose qu'on a pendant
pendant 5, 6, 7, 8 heures de suite et d'avoir un masque pas entretenu, pas nettoyé, au bout d'un certain temps, ça peut provoquer des irritations. Ça peut avoir des douleurs au niveau de la nuque si par exemple le harnais est un peu trop serré, ça peut marquer le visage. On peut aussi avoir l'arête nasale qui soit lésée, c'est-à-dire un peu abîmée. Et donc là, il y a une notion de réglage du masque ou même de choix d'interface, donc choix du type de masque. Et pourquoi pas changer de taille ou changer de référence, changer de marque. Il existe aujourd'hui une multitude de références à notre disposition et c'est là où l'expertise du conseiller technique qui va aller au domicile est là aussi pour ça, c'est-à-dire d'adapter aussi la bonne interface au patient. Après, pour ce qui est de la machine en elle-même, oui, ça peut provoquer... c'est une machine qui envoie de l'air par la turbine, donc ça a tendance à avoir séché l'air. Donc il peut y avoir des notions de sécheresse buccale, donc une irritation, une toux, genre de choses qui peut être assez vite améliorée avec un humidificateur. C'est un bocal d'eau finalement qui est régulé en termes de chaleur et d'humidité et qui permet de pouvoir de pouvoir fonctionner tout le temps du traitement. Et puis après vous allez avoir également cette notion de d'aérophagie qui peut arriver parce que on envoie de l'air qui est normalement censé corriger les apnées du sommeil, mais cet air à un moment donné, s'il ne rentre pas dans le conduit respiratoire, peut aussi aller dans le conduit digestif et peut provoquer de l'aérophagie, des ballonnements, ce genre de choses. Et ça c'est pareil, c'est des réglages qui peuvent être adaptés pour éviter au maximum ça, et après sinon c'est des choses qui sont à voir après directement avec le médecin prescripteur, et nous on se rapproche facilement de lui quand on est face à des problématiques pour lesquelles on n'a pas réussi à trouver de solution. Le médecin arrive bien évidemment et heureusement dans le choix de la bonne thérapeutique. Donc à terme, une fois qu'on a le bon masque et les bons réglages, on n'est pas censé avoir d'effets indésirables. En tout cas, les effets indésirables sont certainement moins importants que les effets indésirables quand on n'a pas la machine de traitement pour l'apnée du sommeil. Okay. C'est surtout ça. Au tout début de l'épisode, tu parlais du fait que tu ne travaillais que sous prescription médicale. Est-ce qu'il y a une prescription typique pour ce genre de traitement? Je m'explique. Est-ce que le médecin traitant peut nous prescrire une machine d'apnée du sommeil? Alors aujourd'hui, l'ensemble des médecins professionnels de santé en règle générale, donc le monde médical ou paramédical aujourd'hui est quand même de plus en plus sensibilisé aux apnées du sommeil, aux conséquences des apnées du sommeil, et aujourd'hui beaucoup sont en mesure de pouvoir nous sensibiliser, nous en tant que patients, aux apnées du sommeil. Maintenant, là, il y a aujourd'hui les autorités de santé ont mis un peu le pied à l'étrier sur le choix des prescripteurs, et notamment sur la qualité du médecin à prescrire une machine pour les apnées du sommeil. Et aujourd'hui, les seuls médecins qui peuvent prescrire ce type de traitement ne sont des médecins qui ont fait une formation spécifique à l'apnée du sommeil, soit par un parcours DPC, soit par un parcours de universitaire, mais en tout cas aujourd'hui il y a une formation nécessaire pour pouvoir prescrire de l'apnée du sommeil. Mais par contre aujourd'hui un médecin traitant avec cette formation est en mesure de pouvoir faire de pouvoir prescrire ce type de traitement. Et avec une prescription, on peut être remboursé intégralement par la sécurité sociale? Oui, aujourd'hui, au-delà d'un patient qui est pris en charge à 100%, comme un patient atteint de problématiques cardiaques, par exemple, ou de pathologies respiratoires comme une BPCO ou autre, donc là où il y aurait un 100% et donc la sécurité sociale prendrait en charge à 100%. Aujourd'hui, les patients sont remboursés dans leur entièreté, donc 65% par la sécurité sociale, ou en tout cas la caisse, même si elle est publique comme la Sécu, ou privée comme les partenaires privés de caisses privées. Mais vous allez après voir les complémentaires santé donc les mutuelles, qui remboursent les 35% restants. Et là aujourd'hui, quel que soit la mutuelle ou quel que soit le programme choisi de remboursement, le mode de remboursement, aujourd'hui toute personne est remboursée dans l'intégralité. Ouais.
Et c'est un traitement qui coûte combien? Et par traitement, je veux dire l'achat de la machine et également le coût du traitement sur la durée. Alors aujourd'hui, ce qui est impacté, c'est uniquement de la location. On fait ce qu'on appelle de la prestation de santé. Donc le prestataire de santé doit mettre à disposition au patient une machine, des options comme un humidificateur par exemple si nécessaire, un tuyau et 2 masques par an pour pouvoir se traiter. Après, ces masques du coup sont mis à disposition du patient au moment de la visite la plupart du temps du technicien et après qu'on intervienne une fois comme ce qui est aujourd'hui préconisé par les autorités de santé à intervenir au moins une fois par an chez le patient, on peut être amené à intervenir plusieurs fois parce que le médecin a des demandes spécifiques, des modifications de réglage, ou aussi le patient qui rencontre des problèmes, ou le conseiller technique qui intervient au domicile et qui a jugé la nécessité de revoir le patient pour telle ou telle chose parce qu'il y avait besoin de rajouter un suivi pour améliorer la prise en charge du patient. Et ça, quel que soit le nombre de visites qu'on ferait en plus, quel que soit le nombre de masques qu'on ferait en plus, quel que soit le nombre de machines, parce qu'on peut être amené à utiliser ou à changer de machine, on reste toujours sur un même mode de remboursement de forfait. Aujourd'hui, c'est compliqué de vous expliquer, parce qu'il existe plusieurs types de forfaits, mais on partait du principe que aujourd'hui un traitement coûte à peu près 60 € par mois à la Sécurité sociale et à la mutuelle. Donc c'est ce que coûte aujourd'hui un traitement. Donc les passages du technicien, comme la machine, comme les masques, etc. Si le patient ne veut pas louer une machine, est-ce qu'il peut en acheter une? Alors oui, il existe des sociétés qui vendent certainement des machines. Le problème de la vente de machines, c'est que il n'y a pas le suivi derrière, la modification des réglages, le contrôle de ces appareils, parce que il y a une métrologie à faire avec un contrôle de ces machines qui est nécessaire. Et en tout cas aujourd'hui en France, notre système aujourd'hui de soins nous le permet. Donc il n'y a pas de nécessité d'acheter cette machine-là. Mais ça nous arrive d'avoir aujourd'hui encore des patients qui ont acheté leur matériel parce qu'ils sont étrangers ou parce que ils ont fait ce choix-là déjà depuis des années et où ils nous demandent une prestation simplement d'intervention à leur domicile. Une fois que le médecin nous a prescrit la machine d'apnée du sommeil, est-ce qu'on a une durée de traitement? Est-ce que c'est à vie? Alors aujourd'hui, on a des prises en charge. On va parler de prise en charge. Donc une prescription initiale est pour 4 mois. Donc c'est-à-dire que le médecin a jugé la nécessité de mettre en place ce type de traitement pour son patient. Donc il y a une première prise en charge qui est de 4 mois et ensuite c'est des renouvellements qui sont faits tous les ans. Et sur le principe, il y a des contrôles qui sont faits évidemment par le prestataire de santé, mais également par le médecin sur des visites qui peuvent être faites. Normalement, ce qui est conseillé de faire une visite par an pour renouveler le traitement. Et on peut se retrouver à devoir refaire un examen parce que il y a une amélioration de la symptomatologie, il y a eu peut-être une perte de poids qui était à l'origine de ces apnées du sommeil, et donc un examen peut être repassé et qui montre finalement qu'il n'y a plus d'apnée du sommeil. Et à ce moment-là, on arrête le traitement. En tout cas, aujourd'hui, au même titre que l'appareillage, où on est soumis à prescription, on est également soumis à prescription pour récupérer la machine. On ne peut pas, nous, normalement, récupérer une machine sans l'avis médical. Ok. Et ma dernière question, ça va concerner les départs en vacances, parce que je me mets à la place du patient. S'il veut partir en vacances, est-ce qu'il est obligé de prendre sa machine? Et si oui, comment? Eh ben oui, c'est toujours pareil. Malheureusement, les apnées du sommeil partent aussi en vacances avec le patient, et donc il est bien obligé de partir avec sa machine. Après, la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, c'est des petites machines qui sont vraiment assez compactes et qui tiennent dans une petite sacoche qui est mise à disposition au moment de l'appareillage. Donc les patients peuvent partir avec, peuvent mettre dans la valise. S'ils prennent l'avion, on leur met à disposition une attestation de douane pour qu'ils puissent transporter la machine sans problématique.
et puis intervenir, enfin en tout cas ils peuvent partir où bon leur semble, en dehors du fait que des fois ils sont soumis à une difficulté avec l'accès à l'électricité, où là on peut trouver, nous en tout cas, on peut être en mesure de trouver des solutions, en tout cas d'être facilitateur sur l'utilisation de leur machine dans ces endroits-là. Et puis après, ça dépend après plus en termes de plus une notion de problématique, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une problématique, un masque qui est cassé, une machine qui ne fonctionne plus, ou ce genre de choses. On a toujours la possibilité de pouvoir envoyer par la poste si c'est possible, ou si c'est en France, de pouvoir faire intervenir nos collègues d'autres régions, ou si c'est à l'étranger, de trouver une autre solution. En tout cas, on est toujours au cœur de la prise en charge du patient pour trouver la meilleure solution pour lui. Ok, donc une fois qu'on a la prescription, on n'a plus qu'à vous appeler dans ce cas. C'est ça. Merci beaucoup Arnaud d'avoir répondu à mes questions. Merci Margot. Et puis je te souhaite une bonne soirée. Merci également. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Métro, Labo, Dodo. Vous retrouverez toutes les références discutées avec l'invité dans la description de l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en vous abonnant. Si vous souhaitez participer au podcast, contactez-moi sur l'adresse email en description ou en message privé sur Instagram. Je vous souhaite une excellente nuit.